Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce lundi 16 janvier. Le tunnel du Mont-Blanc à la pointe de la technologie. Il vient de se doter d'un tout nouveau logiciel. Le but, pouvoir intervenir le plus vite possible sur n'importe quel incident. Des évolutions nécessaires après la catastrophe de 1999 qui avait fait 39 morts. Et puis nous continuerons à parler sécurité, mais en montagne. Si le PGHM intervient régulièrement pour de nombreux accidents, des bénévoles se forment aussi pour intervenir lorsque cela est nécessaire. Emmanuel Jaude a suivi un de ses entraînements du côté du Mont-Saxonnet. On démarre donc ce journal du côté du tunnel du Mont-Blanc. Depuis sa réouverture en 2002, après l'incendie meurtrier de 1999, le tunnel met tout en œuvre pour une sécurité toujours plus renforcée. Depuis le 29 novembre dernier, un nouveau logiciel à la pointe de la technologie est utilisé. Il gère des milliers d'objets connectés sous le contrôle de 3 opérateurs. Après 3 années de développement et 1 année de test, il permet un gain de temps pour intervenir sur n'importe quel incident. Camille Rivollet nous en dit plus. Fred et Michel passent leur journée derrière leurs ordinateurs à veiller à la sécurité des usagers. Les 2 opérateurs ont reçu une formation de 6 mois pour utiliser le nouveau système informatique de sécurité du Mont-Blanc. Son nom, Logos, pour localiser, organiser et gérer les opérations de sécurité. Ce nouveau système détecte, analyse et signale aux opérateurs qui sont dans les tours de contrôle du tunnel une situation anormale et va permettre à ces opérateurs de mettre en place en quelques clics souris les mesures adaptées pour gérer l'événement en cours. Le principal changement avec ce logiciel, c'est tout d'abord une interface plus lisible et plus claire pour les opérateurs qui s'en servent. Aussi, cette nouvelle technologie analyse en permanence 36 000 données fournies par les quelques 11 000 équipements dissimulés à l'intérieur du tunnel. En plus de cela, 37 abris s'étendent sur les 11,6 km de galeries, tous reliés directement par visiophone au poste de contrôle. On essaye de les rassurer, on essaye de faire un comptage plus précis et surtout de savoir s'il y a des gens qui ont besoin de secours rapides et immédiats. 4 millions d'euros ont été investis dans ce cerveau artificiel, un projet mûrement réfléchi qui a demandé une longue phase d'études. On a commencé à le concevoir à partir de 2012, pendant 3 années. L'année 2016 a été consacrée aux tests qu'on a réalisés. Alors, 1 million de tests ont été réalisés sur simulateur, 12 000 ont été réalisés en conditions réelles, à l'occasion de 25 nuits de fermeture. Avec 5 000 passages par jour, le tunnel du Mont-Blanc désire être une référence en matière de sécurité et d'innovation. Et on continue à parler secours, mais en montagne cette fois-ci. Si les plus grosses opérations sont laissées aux mains expertes des professionnels du PGHM notamment, on trouve dans le département de nombreuses structures de bénévoles. Elles sont prêtes à intervenir à tout instant sur le territoire. Et pour être le plus efficace possible, ils s'entraînent sans relâche, à l'image de la société de secours du Pays Rauchois, 2 sorties sur les pentes du Mont-Saxonnet. Emmanuel Jaude les a suivis. Si quand l'on parle de secours en montagne, on a tout de suite tendance à évoquer les forces de l'ordre ou les pompiers, on dénombre dans notre département pas moins d'une dizaine de sociétés de secours. Dans le massif des Bornes, ils sont quelques-uns à venir en renfort des grandes structures en cas de problème en altitude. Alors forcément, chaque année, de nombreux exercices sont organisés pour ne pas perdre la main. Aujourd'hui, vous pensez bien que l'hélico ne peut pas venir. Aujourd'hui, c'est un phénomène très aggravant en cas de problème, puisqu'il n'y a pas d'hélico. Et l'hélico, c'est primordial, on gagne un temps fou avec. Là, si on découvre une victime, entre le problème de froid, le problème, elle peut être traumatisée, elle peut être polytraumatisée, elle peut avoir des fractures et compagnie. Donc, il n'y a plus que des personnes à pied, ou si on est en station, avec des dameuses, mais si on n'est pas en station, on l'emmène à dos d'homme. Et c'est d'ailleurs le cœur de l'exercice. Une personne tombée dans une ravine n'ayant plus aucune sensation dans les membres inférieurs. 40 mètres plus haut, le petit groupe de secouristes s'affaire donc pour évacuer la victime le plus rapidement possible. Un travail de cohésion sous la houlette d'un responsable en charge de la manœuvre. Il y a en principe quelqu'un au PC qui organise les recherches. Et après, quand la personne est localisée sur le secours, là, il y a quelqu'un d'autre qui prend la main vraiment pour l'évacuation. Parce que depuis le PC, on ne voit pas vraiment ce qui se passe. Éventuellement, le PC va pouvoir gérer, arriver une ambulance ou quelque chose comme ça, mais pas ce qui se passe vraiment sur place. Donc il y a un chef d'opération qui est au PC, et après, là, ici, il y a un chef d'équipe
qui gèrent le secours. Au final, il aura donc fallu plus de 2 heures aux secouristes pour évacuer le polytraumatisé. Un exercice qui aura duré jusqu'à la tombée de la nuit, au plus proche des conditions du réel, mais nécessaire pour rester préparé au mieux à toute éventualité. Les maisons familiales et rurales de notre région ouvriront leurs portes au public le 28 janvier prochain. Le but, promouvoir la vision de l'alternance et de la pédagogie. L'accompagnement dans la réussite scolaire et dans la réalisation d'un projet professionnel est le cœur de ces MFR. Ces formations souvent méconnues existent depuis les années 30 et offrent 19 formations comme l'agriculture, le bâtiment, le commerce ou encore les métiers de bouche. On écoute Cédric Bicouaille, directeur de la Fédération régionale des MFR d'Auvergne-Rhône-Alpes, et Thibaut Colombini, apprenti dans une MFR en pâtisserie, au micro de Camille Rivollet et Sébastien Germain. Ce qui différencie les maisons familiales, c'est vraiment cette prise en charge de l'accompagnement global. L'accompagnement global chez nous, c'est que c'est pas seulement la formation, mais c'est aussi l'engagement citoyen, c'est aussi le fait que comment un jeune ou un adulte qui vient pour un projet de formation va trouver les ressources demain pour s'engager sur un territoire. Le jeune va pouvoir en confiance et je dirais en implication assumer parce que c'est un choix qui a été réfléchi, parce que c'est un choix qui a été accompagné et parce que c'est un choix qui est valorisant. Je ne me sentais pas à mon aise dans les cours, donc je me suis dit pourquoi pas essayer l'apprentissage. Et l'apprentissage nous sensibilise beaucoup plus au monde du travail, nous donne des responsabilités, on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire, ça nous apprend la hiérarchie. J'ai de l'enseignement en général comme le français, les mathématiques, et après j'ai des matières professionnelles telles que les travaux pratiques, la technologie appliquée, les arts appliqués, la science appliquée et la prévention santé-environnement. L'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme à travers une nouvelle campagne de communication. Les stocks de sang disponibles pour les malades et les blessés sont particulièrement bas en ce début d'année. L'objectif des 100 000 poches en réserve pour le 31 décembre n'a pas été atteint et en janvier, les réserves vont continuer de diminuer. Seules 77 000 poches de sang étaient recensées le 2 janvier selon les chiffres obtenus par nos confrères du Figaro. Aujourd'hui, le stock correspond à 11 jours d'approvisionnement en sang. Le FS considère qu'une réserve de 14 jours permet d'être dans une situation confortable. Santé toujours, l'épidémie de grippe n'en finit pas et la Savoie n'échappe pas à la règle. Au centre hospitalier Métropole Savoie de Chambéry, ce sont près de 170 passages par jour qui sont enregistrés aux urgences. Le plan hôpital en tension a été déclenché dès le début de l'épidémie, ce qui a permis de libérer 34 lits supplémentaires. Pour rappel, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus touchée de France durant cette épidémie. On termine ce journal avec des images de la première étape du SFR Freestyle Tour qui se déroulait dans les Pyrénées. Une première en France, une étape qualificative pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang 2018. L'occasion pour les Français de briller. Et chez les dames, c'est Tess Ledeux qui, du haut de ses 15 ans, remporte cette première étape. Une première victoire en Coupe du Monde de sa carrière. Elle gagne donc sa place pour les JO et sera la plus jeune représentante française à ces Jeux. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après pour l'invité de la rédaction. Nous parlerons des primaires socialistes et de la gauche. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.